Vidéo largement différente de ce que je fais d'habitude, puisque là, on va faire l'unboxing de mon nouveau setup. Donc oui, vous l'avez vu, pas de surprise, je suis parti sur du Omen de chez HP. Omen, c'est le haut de gamme de ce que propose HP en ce qui concerne les PC build. Donc ce sont des PC de gaming qui ont des composants qui sont généralement assez chers, assez onéreux, mais qui permettent d'avoir quelque chose d'assez solide. Bon, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients, on va voir ça juste après. Alors si je devais faire l'état du carton, juste du collier en lui-même, eh bien écoutez, j'étais plutôt satisfait de voir que HP a fait quand même les choses bien. On a un carton de bonne facture qui protège bien l'intérieur, même si, très gros point négatif, HP passe par Chronopost. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'on peut obtenir ce genre de petit cadeau à la livraison. Alors, pour le petit historique, j'ai reçu ce colis 24 heures après l'avoir commandé, donc ça, hyper positif. Quand j'ai vu que c'était Chronopost, j'ai un peu paniqué, et ça a pas loupé. Le livreur m'a déposé le colis devant moi, mais à l'envers, donc ça là, c'était sur le sol. J'étais pas rassuré. Le temps que je retourne le colis et que je fasse le tour pour voir s'il y avait des dégâts, parce que ça là, je l'avais pas encore vu, bien évidemment, eh bien le livreur s'était juste barré. Voilà, j'ai rien signé, j'ai pas pu émettre de réserve, j'ai pas pu dire que je ne voulais pas prendre le colis. Il s'est juste barré, et le pire dans tout ça, c'est que je lui ai couru après, et quand il m'a vu, il a accéléré. Donc voilà, ça c'est le gros point négatif. C'est pas vraiment HP le problème, c'est Chronopost, mais HP, petit conseil, abandonnez Chronopost. Pour des machines à ce prix-là, on va passer plutôt sur du UPS et Chronopost, on oublie parce qu'il y a trop de problèmes. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez voir ici, j'avais dû le déballer pour voir s'il n'y avait pas de dégâts. Hein. Donc voilà, c'est un peu gâché l'unboxing, mais c'est pas grave. Et là, on va regarder ensemble comment ouvrir cette boîte. Pour ouvrir cette machine, j'ai vu que pas mal de personnes avaient quelques petits soucis pour l'ouverture. Alors pour ouvrir le colis, attention, il faut s'y prendre d'une certaine manière. Faut pas se contenter d'ouvrir ça on n'y touche pas. D'accord, on peut être tenté parce qu'on voit du scotch, on voit que c'est scellé et on a tendance à vouloir l'ouvrir, mais non, on n'y touche pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir les petits clips qui sont juste là. J'ai vu des gens qui disaient avoir du mal avec ça. En fait, c'est relativement simple. On va juste prendre les deux rails qui sont là, on appuie, voilà, on a un petit clip et on les retire. Et c'est tout. Pas besoin de forcer comme un bourrin. On va juste les retirer ici, pareil à l'arrière. Et voilà, l'autre s'est retiré tout seul, très bien. Maintenant, on va se contenter de retirer le haut du carton, d'accord? Je vous rappelle, le PC pèse environ 23 kg. On va pas essayer de le retirer directement, ça n'aurait pas de sens. On va prendre le dessus et on le retire doucement. Ok, une fois que c'est retiré, on peut voir déjà le câble d'alimentation qui est juste là. Spoiler alerte, on n'a pas plus de câbles, d'accord? Le PC Omen de HP est présenté comme étant modulable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des composants, en retirer, etc. Ce qui est déjà un grand pas en avant, puisqu'apparemment c'était pas tout le temps le cas. Mais malheureusement, ils n'ont pas fourni d'autres câbles qui pourraient nous faciliter la tâche. C'est pas une obligation, mais on va dire qu'à ce prix-là, on peut s'attendre à avoir quelques petits accessoires. Voilà, ça fait toujours plaisir. Là, c'est pas le cas. On va ensuite avoir une note, c'est sûrement la garantie et des informations produits, et on va déballer la bait. Pensez éventuellement à demander un coup de main à un pote à vous ou une pote à vous si vous avez quelques soucis au niveau des épaules, des coudes, etc. puisqu'encore une fois, c'est assez lourd. Ok, c'est déballé. Le plus dur honnêtement là-dedans, c'est de réussir à ne pas mettre des traces de doigts un peu partout, puisqu'on va avoir une vitre à l'avant, une vitre sur le côté. C'est très facile à saloper. Alors déjà, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, puisque oui, dans cette gamme, donc le Omen 45 litres, on va avoir plusieurs configurations de possibles. Moi, j'ai pris une certaine configuration qui va me permettre de faire des bonnes modélisations. Enfin, ça va pas tellement changer la qualité, mais par contre, la vitesse de rendu sera complètement différente et vous allez voir ça au niveau de la carte graphique juste après. Déjà, ce qu'on va voir, c'est comment ouvrir cette vitre. Alors ça, c'est un truc que je trouve hyper bien foutu. On va avoir un petit bouton pressoir juste là qui va nous permettre de déclipser très facilement cette vitre. Regardez. Voilà, on clique ici. Je vais prendre un petit chiffon pour ne pas mettre des traces de doigts partout. Voilà, comme ceci. Et après, on va juste se contenter de la tirer. Vous avez vu, c'est hyper simple. Et à l'intérieur, nous allons avoir différents composants. Alors tout d'abord, on va avoir un truc qui va nous sauter aux yeux. C'est la présence hyper importante de la carte graphique. Alors, je vais pas faire durer le suspense encore plus longtemps. Je suis parti sur une carte graphique 4090. Alors oui, je sais, aujourd'hui, c'est un peu la mode des séries 5000.
Mais il faut savoir que les 5000 sont vendus bien plus cher que ce qu'elles ne devraient l'être et les builds comportant des 5000 sont également bien plus chers. Là, j'ai pris ce build car on avait moins 25% sur le site d'HP et peut-être que c'est encore le cas, donc là c'était vachement plus intéressant puisque ce build complet était moins cher qu'un build avec une 5080 qui est du coup moins puissant, en tout cas pour ce que moi je veux en faire. Donc là on peut voir la carte graphique et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle est bloquée vraiment dans ce bloc de métal qu'on a juste là. Elle est vraiment stabilisée, ce qui m'a un peu rassuré, pour être tout à fait honnête avec vous, lorsque j'ai vu que la livraison s'était pas bien passée, puisque je savais qu'au moins la carte graphique n'avait pas été trop secouée, normalement. On va avoir ici deux barrettes de RAM de 16 Go de la marque Kingston Fury, donc ce sont des RGB. On peut en mettre jusqu'à 4 pour monter jusqu'à 128 Go. Franchement, là, il y a de quoi faire. En ce qui concerne le processeur, donc là je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus avec la carte graphique, nous sommes sur un Intel Ultra 7 265K. Ça peut monter jusqu'à 5,5 GHz pour une totalité de 20 cœurs, ce qui est largement suffisant pour ce que je compte en faire encore une fois. Le point négatif de cette config, malheureusement, c'est la carte mère. On va avoir une carte mère made by HP, donc une carte mère développée par HP. On ne sait pas trop ce qu'elle vaut au final. Ça peut très bien être une excellente carte mère, comme une carte mère moyenne, comme une bonne carte mère. Après, c'est vrai que HP se fait certainement une très bonne marge sur cette carte, mais là, c'est pas tellement le sujet. Ensuite, niveau refroidissement, on va avoir un water cooling IO, donc all-in-one, qui est déjà branché, déjà configuré, mais la très bonne surprise de cette IO, c'est ce petit boîtier que vous voyez juste là, qui est en fait un écran LCD. C'est pas juste un boîtier qui est éclairé par une LED comme les modèles précédents, mais on va véritablement avoir un écran sur lequel on va pouvoir afficher la température du GPU, du CPU, l'état de la RAM ou même faire passer vos propres vidéos sur ce petit écran. Vous allez voir, franchement, je trouve que c'est du plus bel effet et ça donne un peu plus de peps au boîtier. Mais c'est pas terminé puisque ce système de refroidissement vient également avec le système Cryo Chamber développé par HP. Donc si on a gagné 5 litres par rapport au modèle 40 litres, c'est notamment à cause de ce petit bloc, juste ici, marqué Cryo Chamber, qui va permettre d'optimiser le refroidissement du water cooling. En gros, ce qui se passe, c'est que le water cooling va être refroidi dans cette zone, ce qui va lui permettre de ne pas être influencé par la chaleur du boîtier. En ce qui concerne maintenant le stockage, on est parti sur du 2 Teraoctets, donc 2 Teraoctets en NVMe. Je ne peux pas vous dire la marque, j'ai pas réussi à le trouver, ça pourrait se vérifier, mais honnêtement, j'ai pas spécialement envie de tout démonter, j'ai pas build suffisamment de PC pour m'aventurer là-dedans. En ce qui concerne les ventilos, on va en avoir 3 de façade en RGB, un qui n'est pas RGB mais juste en extraction à l'arrière. Avec les différents tests que j'ai pu faire, ça a l'air de suffire largement. J'ai pas eu tellement de problèmes à ce niveau-là. Au niveau de l'alimentation, on va avoir un bloc 1000 watts certifié Gold 80+. Au niveau de la marque, eh bien malheureusement, j'ai l'impression que c'est du no-name ou que c'est une marque connue mais sur laquelle HP a floqué son logo. Donc là, je pourrais pas vraiment vous en dire plus. Vous l'aurez compris, le gros bémol pour moi de cette config, eh bien, c'est la carte mère micro ATX qui plus est. On comprend pas vraiment pourquoi avoir fait ce choix d'une micro ATX dans un boîtier aussi volumineux. Encore une fois, le boîtier est costaud, environ 23 kg. Et bien que j'aime beaucoup son design, puisque j'aime beaucoup cette sobriété, il est vrai que j'aurais préféré une carte graphique un peu plus grande. On va maintenant passer de l'autre côté du boîtier pour voir le cable management, avant de vous montrer un peu les connectiques et passer au stress test. Pour moi, en tant qu'amateur, c'est largement suffisant. Je vois que les câbles sont bien triés, ça ne part pas non plus trop dans tous les sens. Je sais que les puristes pourront dire oui, mais ça peut être amélioré, certainement. En tout cas, pour moi, ça me va. On peut voir ici une petite carte qui va nous permettre de gérer le RGB. Donc là, je vais pas m'attarder dessus. Encore une fois, je pense qu'il y aura des gens beaucoup plus qualifiés que moi qui pourront vous en parler. Maintenant, ce qui moi m'intéressait le plus au niveau de ce boîtier, c'était la connectique et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Sur la face arrière, on va avoir un port Thunderbolt 4 avec USB type C. Ensuite, on va retrouver un port USB type C avec une vitesse de transfert de 10 Gigabits, donc ça, c'est standard. On va retrouver les différentes entrées et sorties audio, ça c'est du standard. La RJ45, 2 ports USB type A avec une vitesse de transfert de 5 Gigabits et 4 ports USB 2.0, toujours type A. Donc là, on voit que niveau connectique, on a ce qu'il faut. Voilà, pour moi, ça me suffit. Encore une fois, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'était les USB-C juste ici pour pouvoir brancher mes tablettes graphiques sans avoir à chaque fois plusieurs câbles qui se baladent. Ça, hyper pratique. En ce qui concerne les sorties vidéo, donc là, on va regarder directement ce que nous propose la carte graphique. On va avoir ici 3 sorties en DisplayPort et une sortie en HDMI. Et maintenant, au niveau des connectiques face avant, eh bien encore une fois, je suis hyper satisfait. On va avoir juste ce qu'il faut, donc 4 ports USB qui vont nous permettre de brancher nos différents appareils,
2 ports jack pour avoir le casque et le micro, et puis enfin le bouton, mais ça, on s'en fiche un peu. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a terminé l'unboxing, on a fini de faire le tour du boîtier et de ses composants. Maintenant, on va directement aller le connecter, faire les stress tests et voir vraiment ce que cette bête a dans le ventre. Pour tester mon build, j'utilise 3D Mark. Donc 3D Mark, c'est un logiciel qui va vous permettre de tester les performances de votre build. Il va lancer plusieurs scènes 3D, plus ou moins complexes, avec différentes technologies d'activer, et à la fin, il va vous donner un score. Ce score, il va vous permettre de situer votre build par rapport à d'autres builds qui sont à peu près similaires aux vôtres, ou des builds complètement différents, soit supérieurs, soit inférieurs. Pour Speedway, donc cette scène d'animation, j'ai un score de 9983. Donc en gros, je suis dans la moyenne. Elle est un peu en dessous. Mais ce qui va être hyper intéressant là-dedans, c'est que on va avoir en plus de ça une estimation des performances pour certains jeux. Par exemple, ici, on peut voir que Battlefield 5 en 1440p Ultra tournera à plus de 200 FPS. Et on va aussi avoir d'autres informations sur Apex, GTA 5 ou encore Red Dead, et pour finir Fortnite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va le prendre et on va le passer en 1080p Ultra, et là on va avoir un maximum de 300 FPS. Donc là, vous voyez que on peut avoir quelque chose de vraiment performant. Donc ça, c'était pour Speedway. Speedway, c'est ce que 3D Mark recommande pour les PC dits haut de gamme. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est 3D Mark. Je vais maintenant vous montrer le deuxième. Petite précision, par défaut, ce build vient avec 3 modes. Le mode équilibre, le mode performance et le mode extrême. Le mode équilibré, c'est le mode avec lequel j'ai fait mes tests. Le mode performance, c'est un mode qui va vous permettre d'avoir un peu plus de puissance et aussi du coup un peu plus de bruit à cause des ventilateurs. Et le mode extrême, là, va vous permettre de véritablement overclocker votre appareil. Le problème, c'est que si vous l'activez, vous faites péter la garantie. Donc moi, je veux pas aller dans ce terrain-là. Je le ferai éventuellement dans 4-5 ans quand j'aurai plus de garantie. Ah oui, et avant que j'oublie, le plus important, le benchmark de Blender. Il faut savoir que Blender nous propose un petit outil pour tester les performances de notre machine sur Blender. On le télécharge, on le lance et on a un score. Donc là, le score que j'ai obtenu, c'est 10 625. C'est l'un des meilleurs scores que l'on puisse avoir actuellement sur Blender. Bon, bien sûr, si on prend en compte la 5090, alors là, elle nous met une distance. Je crois que elle est à environ 15 000, donc voilà, c'est bien plus élevé. Par contre, au niveau des 4090, on peut voir que je suis encore une fois dans le haut du panier, même si je suis légèrement en dessous des cartes graphiques les plus performantes. Mais c'est pas grave, on va pas chipoter pour 300 points. Et maintenant, le petit bonus, j'ai acheté spécialement pour ce test Monster Hunter Wilds. Donc c'est pas vraiment le genre de jeu auquel je joue d'habitude, mais comme c'est un truc d'actualité et qui est apparemment assez gourmand en ressources, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le tester, et bien écoutez, ça m'a pas déçu. Alors pour bien parler de ce test, il faut savoir que je l'ai effectué en étant en mode ultra pour tous les settings, avec le ray tracing d'activer, en 1440p, et j'arrive à monter entre 70 à 90 fps. J'arrive rarement à les dépasser. Si par contre je désactive le ray tracing, là je commence déjà à me rapprocher des 100 fps, et si en plus de ça je réduis les settings d'ultra à, je sais pas, élevé ou quelque chose comme ça, et bien là je peux encore grappiller quelques fps. Mais vraiment tout en ultra, je suis à 70-90, donc pour moi c'est une bonne moyenne. Encore une fois, hyper satisfait. Bon, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. C'était quelque chose de très différent par rapport à ce que je fais d'habitude, mais je me suis dit que ce genre de setup pouvait en intéresser plus d'un et plus d'une. Du coup, voilà, je l'ai partagé avec vous. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me les poser en commentaire. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Ciao.